Nous évoquions donc le sujet concernant l'Afrique. Macron et Déby qui se disent très inquiets sur la situation de Boko Haram. D'abord, Justin Nani, est-ce que d'abord ça ne fait pas quand même curieux qu'on se dise aujourd'hui que Boko Haram sévit en Afrique et que c'est la France qui doit toujours venir au secours de ces pays? C'est ce qui est un peu marrant, c'est ce qu'on ne comprend pas. C'est ce qu'on ne comprend pas. C'est là où tout à l'heure je faisais cas de ces États-là, dont la mobilisation, en réalité, si on est engagé, on n'a pas besoin forcément de la France. Ça veut dire quelque part, il y a des intérêts sur lesquels on n'arrive pas à dévoiler. Et là où je faisais allusion des non-dits par rapport au déplacement d'une telle ou telle personne. Mais vous n'êtes pas aussi sans savoir qu'aujourd'hui, le monde est guidé par le capitalisme. Il y a des intérêts qui sont en jeu. Maintenant, quels sont ceux-là qui arrivent à armer le groupe Boko Haram et sur le continent et que c'est vraiment difficile de les maîtriser. Tantôt on les voit au niveau du Nigeria, tantôt au niveau du Niger, et sur le fleuve Niger, tantôt c'est au niveau du Burkina, ils frappent, et au niveau également comment on l'appelle, du Nord Mali. Oui, du Nord Mali, du Cameroun. Les informations ont circulé, qu'en dehors du fait qu'on a bloqué les terroristes dans leur avancée vers la capitale Bamako, il se passe beaucoup de choses. Les diamants, l'or voilà, du Nord. C'est dilapidé. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, je pense que le problème même de l'Afrique au niveau des Africains doivent quand même être posés autrement. Donc mener les débats autour et chercher également à comprendre quels sont les mobiles pour lesquels ce groupe Boko Haram frappe, au-delà du fait qu'on combat l'Occident, parce qu'on ne peut pas enseigner la langue occidentale parce que c'est contre la religion musulmane, et puis avec autant d'arguments. Mais au-delà également de tout ça, il faut quand même dire que les États se sont délaissés. Quand je parle des États, vous prenez le Nigeria, c'est un État fédéral où les départements sont délaissés. Qui en réalité doivent quand même bénéficier de la manne. Parce que c'est que Boko Haram est né quand même sur des revendications sociales. C'est comme ça, c'était parti comme ça. Et c'est ce qui a motivé les gens. C'est là où, d'entrée, je faisais cas également, ce qui a motivé les gens à faire ce déplacement-là du continent africain vers le continent asiatique, avec la création de l'État islamique, vers le Daesh. Maintenant, avec le combat que les Américains ont eu à mener contre ce groupe terroriste, le Daesh, parce qu'on ne voudrait pas voir cet État naître, avec les conséquences que cela pouvait quand même engendrer sur le plan international, on a mis les moyens pour combattre le Daesh, mais à un moment donné, on a connu l'explosion. Le Daesh, aujourd'hui, on en parle au niveau de la Somalie, on en parle au niveau de l'Afrique de l'Ouest, dont le groupe Boko Haram, mais au niveau également de l'Afrique arabe, que ce soit au niveau de la Libye, ce que la Libye est devenue aujourd'hui avec la mort de Gaddafi, tout le monde le sait. Ce qu'on voit aujourd'hui au niveau de la Tunisie, avec la galère, avec la précarité, avec tout ça. Je pense qu'il faut tenir compte de tous ces éléments-là pour poser le problème réel de l'Afrique du développement. Est-ce qu'on va continuer par évoluer? Et que maintenant, sachant que très bien que l'Afrique, avec l'arrivée de Macron qui n'arrive pas, qui ne fait que parler, il n'arrive pas à poser les bases réelles, avec tous les derniers développements dans les dernières périodes qu'on a eu à connaître, est-ce que véritablement on peut apporter des solutions? Non, parce qu'on mise sur l'Afrique pour se développer. Donc la plupart de ces pays-là, et la grande majorité, c'est au niveau des États de l'ancienne colonie française. Donc c'est là où je dis que de tout ce qu'on avance, déplacement de Macron sur le Tchad, avec moyens ou pas moyens, chercher à mobiliser les troupes, tout, il y a quand même les non-dits. Et ça m'amène également à dire, lorsque je suivais l'actualité aujourd'hui, même depuis hier, sur le dernier développement concernant le déplacement de Benalla, qui a déclaré au niveau des enquêteurs portant un certain nombre d'éléments, comme quoi il va aller remettre son passeport diplomatique, il ne l'a pas fait, et qu'aujourd'hui on se rend compte, et quelqu'un qui est sous le coup de passer ces camps de prison au cas où les éléments seront quand même c'est pas rassemblés contre lui, ben vous allez comprendre que le monsieur il est là, Benalla, il est là, il roule en même temps pour Macron. Ils ont caché beaucoup d'éléments, ils ont caché beaucoup d'informations. Il a effectué sa visite sur le Tchad 3 semaines avant l'arrivée de Macron. Allez-y comprendre, parce qu'en matière de diplomatie, il ne faut pas minimiser les choses. Justement, mais sans Fioclo, est-ce que les armées africaines, ont les moyens, ont la capacité de faire face à la menace terroriste aujourd'hui? Il faut noter que toutes les armées africaines sont formées pour la guerre conventionnelle. Et avec l'arrivée des groupes terroristes tels que Boko Haram, Djihad islamique, tout ça, c'est maintenant qu'ils sont en train de former
ils sont en train d'être formés pour la guérilla urbaine. Et pour prendre le cas précisément de Boko Haram a commencé par tuer les chrétiens, à part incendier les églises. Mais depuis un certain temps, ils ont changé de stratégie. Ils s'attaquent aux forces de défense et de sécurité. Quand ils attaquent les bases, ils ne les occupent pas. Ils viennent prendre des matériels militaires. Et d'après des informations à ma possession, il y a certains hauts gradés de l'armée même qui vendent des armes à Boko Haram. Ce qui veut dire que c'est dangereux. Toutes les forces armées de l'Afrique de l'Ouest, y compris le Sahel, aujourd'hui, on est en train de les former pour pouvoir combattre le terrorisme. Or, toutes les formations que les militaires reçoivent, c'est défendre la patrie. C'est défendre la patrie. Aujourd'hui, ça change de cadre et il faut y être adapté. On va passer maintenant à Madagascar, c'est notre second sujet. L'ex-chef de l'État, Andry Rajoelina, a officiellement remporté jeudi la présidentielle dans la Grande Île, battant son rival Marc Ravaloman au second tour d'une élection très disputée et marquée par des accusations de fraude. Monsieur Rajoelina a obtenu 55,66% des suffrages contre 44,34% pour Ravaloman, un autre ancien président, selon les résultats du deuxième tour du 19 décembre dernier, publié par la commission électorale peu après la proclamation. Marc Ravaloman a déposé plusieurs recours devant la haute cour constitutionnelle pour contester les résultats publiés par la CENI. Justin Anani, une page se tourne à Madagascar. On a craint le pire, mais apparemment tout se joue dans le fair play. Bon malin, je ne sais pas, je dirais que ce pays progressivement démontre encore suffisance que les principes, les idéaux même de la démocratie sont en train d'être posés. Quand vous prenez même la loi fondamentale de ce pays, et la Constitution, il est dit que même le président sortant démissionne à 60 jours, bien avant du scrutin, avant de poser sa candidature. S'il est candidat. Et là aussi, au-delà de ça, le mandat est limité. À deux. Et en aucun cas aussi, personne ne peut changer, chercher à aller au-delà. Voilà. Donc je salue l'avancée même de ce pays. Et qui, à un moment donné, a donné l'impression d'aller au-delà même de ce qu'on peut qualifier entre guillemets l'anarchie. Parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'à un moment donné, les Malgaches ont pris sur eux la responsabilité de chasser un président de la République par la rue. C'est une vieille tradition dans le pays. Voilà. La plupart des présidents ne finissent pas leur mandat. Et vous prenez aussi l'armée malgache, c'est une armée qui est républicaine, qui est une armée qui soutient le peuple. Ça dit beaucoup de choses. Donc, si le principe est parti comme ça, le jeu démocratique est ouvert. Oui, mais est-ce qu'une armée, peut-être Messa Fiokou se prononcera là-dessus, républicaine, est celle qui soutient le peuple ou celle qui soutient les institutions légalement constituées? L'armée républicaine, c'est celle qui soutient le peuple. Parce que cette même armée a aidé Andry Rajoelina à faire un coup d'État à une époque donnée. Mais si c'est parce qu'à un moment donné, ça ne va pas et que l'armée se rend compte, une armée réelle qui soutient le peuple, qui défend les valeurs républicaines, qui se rend compte que le peuple est martyrisé, le peuple est violenté, les droits fondamentaux de l'homme, du peuple sont violés, cette armée, à elle, a la responsabilité de prendre le devant de la chose et de renverser les tendances. Parce que vous devez savoir que nous sommes des Africains. Et dans notre tradition africaine, on a tendance à faire croire que je suis le chef, je suis le roi. J'ai pratiquement la manette de tout ce que j'ai comme institution. Je peux manipuler, déplacer les pions comme je veux. Et ça se passe. Je suis le chef aujourd'hui, vous êtes le chef des armées. Je décide aujourd'hui de vous remplacer parce que le courant ne passe pas entre vous et moi. Ça se passe. Mais une armée qui est républicaine, qui sait que la composante même de cette armée est après tout civile, puisque après avoir exercé la fonction des armes, vous revenez dans la vie civile. Mais à un moment donné, quand ça ne va pas, la tape sur la table dit basta, ça ne peut pas continuer. Ça, ce constat-là, moi je l'ai fait et je l'ai analysé chez les Malgaches. Maintenant, ce qui se passe,
Il est bien vrai que d'un côté, on n'est pas d'accord parce qu'on estime que ça a été trépatouillé, manipulé, tout et tout. Mais quand vous voyez même les résultats, et j'ai suivi la déclaration également du président de la commission électorale dans ce pays, j'ose croire que les choses se sont passées dans le bon sens. Sinon, on a constaté un taux d'abstention qui n'est pas quand même de moindre, mais au même moment, les Malgaches sont prononcés à leur âme et conscience, et aujourd'hui, le choix est fait. Maintenant, il va falloir tourner la page de tout ce qu'on a eu à connaître et penser au développement de ce pays, parce que ce pays, aujourd'hui, au-delà de ces multiples chefs d'État qui passent, qui repassent, voilà, donc le problème du développement, voilà, c'est un pays qui est toujours pauvre, avec un taux de croissance vraiment qui ne dit pas son nom. Et quand vous tenez compte de tout ça, avec ce que représente le Madagascar, même au plan touristique, quand vous prenez uniquement ce volet-là, vous allez comprendre même que si on arrive à développer ce secteur et également le secteur de la pêche, ce pays peut se relancer. Mais ça fait poursuivre la question de l'armée. Qu'est-ce que vous en dites? Oui, avant de venir à l'armée, je peux vous dire que Madagascar a connu 11 chefs d'État, au moins 5 ou 6 militaires. Et souvent, ils ne terminent pas leur mandat. Les deux qui sont partis au deuxième tour, Ravalomanana et Rajolina, c'est Ravalomanana qui était au pouvoir et comme chef de l'État président de la République, et que Rajolina est élu maire d'Antananarivo le 27 décembre 2007. Quand il est rentré à la mairie, il a constaté qu'il y a eu des emplois fictifs et que ces fonds vont directement vers une société contrôlée par le président de la République. Il a ensuite dénoncé près de 200 milliards d'arial, leur monnaie, puisque un arial fait 6,62 francs CFA, qui détourne auprès du Trésor public pour ses affaires, puisque c'est un homme d'affaires. Ce monsieur, ayant constaté tout ça, il a monté beaucoup d'industriels pour s'opposer à ces gens de dérive autoritaire du président. Il a acheté une radio et une télévision. Le président en exercice a fermé les 2 médias. Là, le 17 janvier, il a lancé un appel à la grève générale. La population, ses partisans et la population et les industriels ont suivi et ça a dégénéré en émeute et au pillage. Le 26 janvier, compte tenu de tout ce qui est dit plus haut, il a déposé une demande officielle de destitution du président de la République. Le ministre de l'Intérieur, le 2, il a retiré la même demande. Le 2 février, je voudrais dire 2009. Donc le 3 février 2009, le ministre de l'Intérieur l'a destitué de la mairie d'Antananarivo. Le 9, il lance un mot d'ordre de grève générale qui a été suivi et ses partisans allaient à la présidence. La garde présidentielle a tiré beaucoup de morts. Et c'est là où on a lancé un mandat d'arrêt contre lui le 6 mars. Il a fui pour se réfugier à l'ambassade de France. Et le même jour, l'armée est intervenue pour dire aux politiques, trouvez une solution à la crise, sinon on intervient. Et voilà que le 17, l'armée a pris d'assaut le palais présidentiel. Le président a déjà fui les lieux et ils ont créé la haute autorité de transition qui a été confiée à Rajolina comme président. Il ne faut pas oublier que le papa de Rajolina est un général de l'armée. Est un général de l'armée, oui. Ce qui veut dire que Rajolina même était un opérateur économique. Il faisait les affiches et les pancartes. Quand il a acheté les radios-télévisions qu'il a nommé Viva, il avait une puissance financière et une puissance médiatique. Ce qui veut dire que quand l'armée l'a mis à la tête de la haute autorité, il a travaillé pendant 4 ans pour la transition. Et Madagascar s'est relevé. On a fait une élection, il est parti, et le monsieur qui est là a fait ce qu'il devait faire.
Et après ça, il est rentré en France. Et c'est au cours de cette élection qu'il est revenu au pays avec un programme. Le fait que Ravalomanana ait tué des Malgaches à cause du pouvoir, le fait qu'il s'est enrichi compte tenu de son poste de président, a fait que les Malgaches, objectivement, ne peuvent plus voter pour lui. Bon, il y a tout de même 44% qui ont voté pour lui au second tour, c'est pas rien. Et c'est pas rien, plus ils sont deux. Les Malgaches sont ce qu'ils sont. Au premier tour, déjà, il était le second. Oui, au second tour, ils sont le second. 39, 35. 39, 35. Mais, compte tenu de son passé autoritaire, il ne peut plus être président. Quand moi j'ai appris qu'il a déposé des recours pour la CENI ou bien la Cour constitutionnelle, la haute Cour constitutionnelle ne peut rien faire d'autre. Le monsieur a gagné avec 50 quelques % de voix. Il n'y a pas de problème. Alors, Et pour revenir au problème de l'armée, oui. Comme l'a dit Anani, l'armée malgache est une armée républicaine. Donc ça, c'est un autre débat. C'est une armée républicaine parce qu'elle n'intervient que quand les partis politiques se montrent incapables, mais entraînent toujours des crises. Quand le besoin se fait sentir. Quand le besoin se fait sentir, ils interviennent. L'armée intervient. Et les officiers, colonels ou supérieurs ou généraux qui prennent les arènes du pouvoir, quand la population se lève, ils passent la main en même temps. Ils disent je démissionne, tel prend le pouvoir. Et c'est ça qui a fait que jusqu'à ce jour, ils ont 11 présidents, mais la démocratie est vraiment ancrée. Mais seulement la disparité est criarde. Oui, ils ont 6 provinces et elles ne sont pas tellement... Et c'est pourquoi le programme de société de Rajoelina est le meilleur que la population a adhéré, auquel la population a adhéré. Justement, à dire que le Madagascar fait une expérience de démocratie, je vais être un peu dur, la démocratie ne tombe pas dans les assiettes pour qu'on mange. On a fait le constat, le Madagascar est un pays extrêmement pauvre. Est-ce que le nouveau président va pouvoir, il a déjà fait ses preuves, on a vu, ça n'a pas été vraiment ça. Qu'est-ce qu'il a de nouveau à offrir? Non, quand même, il faut quand même reposer le problème ou le débat. Vous venez de le dire, la démocratie ne peut jamais tomber dans une assiette. Je partage votre analyse, votre position, mais je fais également observer que lorsqu'on parle de la démocratie, après tout le pouvoir revient au peuple. Le peuple est riche ou le peuple est pauvre, c'est ce peuple-là qui décide. Malheureusement, le constat n'est pas établi partout. Tout à l'heure, on faisait cas d'une armée républicaine ou non. Sur quels critères, sur quelle base l'armée est recrutée? Où les gens sont recrutés pour le métier des armes dans une nation. Et vous prenez la plupart des pays dans lesquels ce constat est fait que l'armée républicaine, ce n'est pas le même constat qui est fait ailleurs. Ça, c'est un autre pan. Maintenant, le pays est pauvre. Parce qu'à un moment donné, dans son histoire, on a constaté que la gestion du pays a été mal faite. Et sur cette base-là, on ne peut plus continuer, pas évoluer. Certains ont pris sur eux la responsabilité de pouvoir évoluer, de pouvoir penser, de pouvoir poser les bases autrement. Et dans leur élan, on s'est rendu compte que ça ne marchait pas, ça s'accrochait. Et d'où la crise. L'armée, qui est une institution qui en réalité doit être républicaine indépendante aussi, s'est rendu compte que mais on ne peut pas rester bras croisés, laisser faire. L'armée est intervenue, tout comme on a eu à connaître dans certains pays, même de la sous-région ici. Je prends également le cas du Ghana. Au moment où l'ancien président John Jerry Rawlings arrivait au pouvoir au Ghana, voisin ici, vous avez vu l'état dans lequel se retrouvait la République du Ghana. Donc c'est pour ça que vous dire qu'à un moment donné, l'armée a toujours son rôle à jouer. Maintenant, la démocratie où les élections sont déjà passées, le pays est pauvre. Il revient au président qui est élu, à qui le peuple a donné mandat, la majorité, mais d'aller nous chercher les moyens pour combler les brèches. Là où ça ne va pas. Parce que si on constate qu'il y a au niveau du taux d'accroissement, ça n'allait pas. Comment faire pour maintenant accroître le taux? Comment faire pour réparer les questions du développement, notamment au niveau de la santé, au niveau de l'éducation, au niveau de l'environnement, même le secteur touristique qui aujourd'hui qui pose problème, au niveau même de la pêche et de l'artisanat. Ce sont là des secteurs vitaux sur lesquels on peut se baser et développer un pays. Mais si c'est rétrogradé dans les mains d'une minorité, d'une famille,
d'un clan. Je pense que c'est l'éternel recommencement. Et c'est là où moi je dis tout à l'heure que le peuple malgache a compris que en matière de démocratie, il faut quand même poser les bases. Et quand vous prenez même le texte fondamental de la Constitution, il est dit que le président, même s'il a envie de déposer un second mandat pour briguer la magistrature suprême, il faut d'abord démissionner 60 jours d'avance pour être au même pied d'égalité avec une CENI indépendante qui joue pleinement son rôle et qui proclame les vrais résultats comme on en est en train de le voir au niveau du Madagascar. Et le dernier mot revient à cette haute cour. Cette haute cour qui dira le dernier mot pour dire celui-ci a gagné ou celui-ci n'a pas gagné. Et l'armée également a son rôle à jouer, qui se repasse dans les casernes pour observer la vie politique évoluer. Bon, c'est vrai. C'est un bon exemple. Justin Nani dit que la CENI proclame les vrais résultats. Au même moment, déjà, au premier tour, tous les candidats avaient contesté les résultats de la CENI. Au second tour, l'autre rival conteste également les résultats de la CENI. Oui, moi je ne reviens pas sur ce que la CENI a dit. La CENI a dit ce qu'elle a constaté, un point barre. Bon, en campagne, Rajoelina a dit « J'ai passé un certain nombre d'années à la tête du pays. J'ai constaté qu'il y a des manquements à mon niveau. Les autres chefs d'État, présidents de ce pays, en ont fait de même. J'ai fait un nouveau plan pour ce pays. Je ferai tout et tout pour que Madagascar soit un pays émergent. La culture du riz, le tourisme, dans les 6 provinces, je vais associer la population à l'action gouvernementale. Toutes les décisions seront faites et toutes les décisions seront prises pour l'intérêt du pays. Donc, il a reconnu que pendant les 4 ans, 18 mois qu'il avait fait, il a laissé, il y a eu des manquements. Et les autres, donc, il a capitalisé tout ça et sait comment il va démarrer. Ils ne sont pas en guerre. L'histoire revient toujours et il ne faut jamais dire jamais, comme on le dit souvent. Si Rajoelina, on lui a dit qu'il sera à une élection avec Rajoelina au deuxième tour, est-ce qu'il va croire? Parce que c'est lui qui lui avait mené la vie dure. Et c'est lui qui l'a fait partir par la rue. Maintenant, l'histoire se retourne. Aujourd'hui, compte tenu de ce qu'il a dit au cours de la campagne, moi je sais qu'il n'y aura pas de règlement de compte. Il n'y aura pas de chasse à la sortie ou bien au sortir. Ils vont reconstruire le pays comme il a dit. Si il fait naître la division, il ne va pas réussir. S'il pousse à l'union, à la solidarité et voit l'intérêt général du pays, compte tenu de ce qu'il a dit lors de la campagne, moi je pense qu'il va réussir. Parce que tout, il maîtrise déjà les problèmes du pays parce qu'il a une fois exercé. Alors justement, qu'est-ce qu'il doit faire vis-à-vis de son rival? Est-ce qu'il doit lui tendre la main? Parce que 44%, on le dit, c'est pas rien non plus. Non, moi je pense que c'est le jeu démocratique. Quelqu'un qui a gagné, il a quand même intérêt à gouverner. Mais au même moment, 44% derrière, enfin, des électeurs derrière, donc un candidat, ce n'est rien. Je pense qu'on doit quand même s'asseoir et poser les bases du développement du pays. Maintenant, si son adversaire reconnaît la victoire, et je pense que ce n'est pas fini, ce n'est pas la fin du monde. Et quand vous prenez individuellement le programme de société de chacun des candidats, je pense que c'est le développement du Madagascar qui incombe, qui importe. Donc je pense que sur cette base-là, il va falloir également que les deux se retrouvent, voir ce qu'il y a lieu d'apporter et penser à développer le Madagascar. Ça ne voudrait pas dire qu'on ne va pas quand même rentrer dans l'opposition. Parce que l'opposition, en réalité, permet au gouvernement de chercher à corriger les erreurs, les manquements, là où ces erreurs se situent. Je pense qu'il va falloir quand même jouer le rôle d'opposition. Si éventuellement il se retrouve au niveau du Parlement contre l'action du gouvernement et ne pas soutenir l'action du gouvernement, comme on le constate ailleurs. Et sur ces bases-là, je pense que ça va permettre au pays maintenant de développer, et de se développer. C'est-à-dire que 5 ans, c'est rien, ou 4 ans, c'est rien, mais je pense qu'après, le jeu sera encore lancé. Il revient également à ce peuple-là qui a choisi aujourd'hui, qui a élire aujourd'hui, de pouvoir faire également un bilan de la gestion qui est faite de leur cité à eux tous, et de voir dans quelle mesure il faut encore se projeter dans d'autres perspectives, dans d'autres visions pour le développement. Parce que la perfection n'est pas de ce monde. Celui qui est là aujourd'hui peut encore poser des bases qui
véritablement ne peut pas combler les ententes, on peut encore le changer demain. Oui. Et c'est ça le même réel, le jeu réel même de la démocratie. Le pouvoir appartient au peuple. Et ça revient au peuple de décider et d'avoir le dernier mot. Déjà plus joli. La disposition de la Constitution qui permet de démissionner 60 jours, au président de la République de démissionner 60 jours pour partir au même pied d'égalité avec les autres candidats. Déjà, c'est très important et c'est ça qui fait qu'au niveau des élections, il n'y a pas tellement de problèmes. Pour dire qu'on utilise les moyens de l'État pour faire les campagnes et tout. C'est ce qui a désavantagé le président sortant, Eri Rajoelina. Oui, parce que généralement, dans la plupart des pays, notamment nous prenons les pays de la sous-région ouest africaine chez nous ici, on a tendance à faire qu'on ne peut pas organiser une élection et la faire. Mais c'est de non-sens. Et pourquoi dans les pays francophones, à chaque fois il y a élection, on dit toujours que l'autre a fraudé, alors que dans les pays anglophones, le même soir on appelle l'autre pour dire je reconnais. Voilà. Mahama au Ghana, on a connu l'élection, il a fait un seul mandat. On a vu aussi plusieurs fois qu'il y a la fraude. C'est pas. On a vu. C'est qu'ils ont une façon de gérer leurs affaires. C'est une culture au niveau des Africains. On en a également connu au niveau des États-Unis. Parce qu'on a eu à contester. On a vu le cas avec Al Gore et Bush, même la dernière fois. On en a eu à connaître. Sauf qu'au niveau de l'Afrique, au niveau de chez nous, les Africains, la maturité manque énormément. Ça fait qu'on n'arrive pas à poser les bases. Mais il y a quand même d'autres pays qui montrent les exemples. En tout cas, quelqu'un vous dira que la démocratie, c'est un apprentissage et on est en train. Bon, un apprentissage, je ne dirais pas non, mais au même moment, à un moment, lorsqu'on grandit, il faut poser les bases réelles pour se développer. D'accord, on va marquer maintenant la grande pause. Après le journal, on revient continuer.